Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est émouvant, c'est une joie aussi d'être ici, d'avoir été invité. Mais voilà, je suis Alessandro Di Benedetto, je suis franco-italien, d'ici mon accent. Et je suis né à Rome, ma mère est française, mon père était sicilien, italien. Voilà, donc je me présente un peu. Et ça, c'est pour vous raconter quelques aventures, quelques navigations que j'ai pu réaliser. Je vais commencer pour vous mettre voilà, une première slide, c'est celle-là. Ça va permettre de visualiser un peu le monde que j'ai côtoyé depuis petit. Après quelques années à Rome, passé à côté de Rome, mes parents se sont transférés en Sicile. Et là, j'ai découvert vraiment la mer et c'était fulgurant, c'était une passion. Mais voici environ à 11 ans, avec un peu vers les 12 ans, avec un optimiste, un petit dériveur, un petit bateau de 2,30 m et de quelques kilos de poids, et avec ma mère sur le sud des côtes siciliennes. Et à la fin, un voyage avec mon père que je vais raconter un peu plus dans les détails. Et j'ai commencé après à j'étudiais, j'ai fait des études scientifiques, un bac et scientifique. Et après, donc, je suis passé de agrégente à Palerme, l'université, une maîtrise en sciences de la Terre. Je suis devenu géologue. J'ai commencé à travailler un peu aussi comme moniteur de voile, bon, c'était mon plaisir, mais aussi dans l'archéologie sous-marine et encore un peu une année encore dans la recherche d'hydrocarbures et après en hygiène industrielle, donc la géologie appliquée à l'hygiène industrielle, à la médecine du travail. Et à un moment, une société, pendant que je préparais une traversée du Pacifique sur un catamaran de sport, a décidé de s'associer, de m'aider, et c'était à la fin mon premier sponsoring. J'étais salarié pour préparer une aventure. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé, j'ai démissionné, c'est peut-être pas un bon exemple, mais c'était pour suivre une autre passion à côté de la géologie. C'était la navigation, la mer, et vivre, en faire, entre guillemets, mon métier. Et je navigue depuis l'âge de 6 ans, et après un moment, j'ai grandi avec mon père, j'avais 21 ans, on a décidé, avec un petit catamaran de plage, donc un catamaran de sport, un catamaran sans abri qui fait environ 200 kg de poids, de effectuer une aventure. Donc déjà pour moi c'était plusieurs limites du fait que c'est le thème de cette soirée à dépasser. C'était déjà une limite humaine, déjà aussi de le faire avec mon père, et que parfois ça va être aussi compliqué. Et après aller au-delà d'une autre limite, c'était cette aventure, donc relier la Sicile, l'Italie aux Antilles, en particulier la Martinique. Et non seulement faire un exploit, c'était la première fois que quelqu'un faisait un si long parcours sur un si petit bateau, à la voile, sans assistance, mais on voulait aussi amener un message planétaire, un message pour la démocratie, un message pour le respect des droits humains, n'importe la couleur de la peau, n'importe la religion, ou l'état physique, ou l'appartenance sociale. Le voilà, le message était contenu dans le nom de ce bateau qui a reçu la première place. Il a été exposé à l'exposition universelle de Séville. C'était les États-Unis du monde, United States of the World. C'était aussi un message contre, contre les guerres, pour la paix, pour l'environnement. Et des côtes siciliennes, après plusieurs jours de navigation, on a franchi encore une autre limite, qui était le passage des colonnes d'Hercule. Donc le passage de Gibraltar, la sortie de la Méditerranée. Le bateau était exposé à l'exposition universelle en 92 à Séville, en Espagne. Et de là, après, on est arrivé aux îles Canaries, aux îles des Cap-Vert. Et la dernière partie, c'était 16 jours de navigation, en passant au milieu du reste de la tempête de l'ouragan Bonny. Et on est arrivé à Cheshire, en Martinique, où d'ailleurs je travaille aujourd'hui pour une société Alternative Sailing qui s'occupe de charter, de location de bateaux. Et après, j'ai continué, et donc j'ai voulu le faire tout seul. Et ça, pour moi, c'était notre défi, et une autre limite à passer. Et j'ai positionné la barre un peu plus haute, et donc j'ai voulu le faire avec un catamaran plus petit. Et il s'appelait d'ailleurs United States of the World 2. Et je l'ai fait tout seul. Et donc d'Italie jusqu'aux Canaries, c'était un entraînement. Et après, pour décrocher la première mondiale, j'ai dû, pour être homologué par la Fédération internationale de voile, couper la ligne d'arrivée de la route du Rhum de 2002. Et j'ai continué, ça m'a donné goût. Donc à un moment, je me suis dit peut-être que je ne vais pas avoir le temps dans ma vie de faire plusieurs fois une traversée dans des conditions dures et un océan difficile comme le Pacifique Nord, de ouest à est. Et je me sentais prêt à un moment, vu de l'expérience,
que j'avais fait d'attaquer un record du monde, une première mondiale, donc être le premier à traverser du Japon aux États-Unis, toujours sur un catamaran de plage, sans cabine, sans escale, sans assistance. Et c'est dans cette traversée que j'ai mené à la fin à bon point, j'ai réussi en 62 jours de navigation, et que je me suis dit, ben, si j'arrive de l'autre côté, si j'arrive à passer la ligne d'arrivée qui était le Golden Gate Bridge, la verticale du Golden Gate Bridge à San Francisco, alors peut-être que, avec un peu de chance aussi, bien sûr, je me sens prêt, et avec l'expérience, l'étude, à attaquer mon premier tour du monde. Et c'est de ça dont je vais vous parler un peu plus ce soir. Et donc ça, c'était fait. Le nom aussi du bateau était quelque chose. Pour moi, c'était une limite pour communiquer un message. Le bateau, en japonais, je donnais le nom, c'était Sekai Iwashitotsu, One Word, le monde un seul. Et donc, j'ai réussi et j'ai continué et j'ai commencé à préparer mon premier tour du monde. Et là aussi, plusieurs limites, dans le projet, dans le défi. Et pour moi, la barre était encore plus haute. Et depuis 1969, il n'y avait plus personne qui avait réussi un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, par les 3 caps à la voile. La seule personne était Sir Robin Knox-Johnston. Sir Robin Knox-Johnston, en 1969, c'est le seul qui est revenu à bon port et avec un bateau de 9,70 m, le Swally. Et donc déjà, il y avait ça, ce record, cette limite à passer, et d'essayer de le faire en moins de 313 jours. Et j'ai choisi un petit bateau. Et ça, c'est un choix, c'est une passion, les motivations sont différentes. Et ça vient du fait que je voulais démontrer, je voulais rendre possible un rêve et démontrer que les moyens qu'on a à disposition, et aussi économiques, bien sûr, parfois, ils sont importants, mais ils sont très relatifs. Là, c'est surtout l'énergie qu'on met, et je parle surtout pour moi, qu'on met dans un projet, qu'on met dans quelque chose, et qui nous aide et nous donne le maximum de chances de passer ses limites personnelles ou des limites physiques, comme dans ce cas, c'était faire le tour du monde, faire le tour de la planète. Donc, c'était quoi ce record? Partir d'un lieu. Donc, je parle maintenant de la. Après, j'ai continué, j'ai fait de la course au large, j'ai terminé Vendée Globe, la Jacques Vabre, la Rue du Rhum, mais c'était sur des bateaux plus grands, 3 fois plus grands du bateau de 6,50 m. Et c'est les bateaux du Vendée Globe. Et ça, c'est le départ en octobre 2009. Avec ce qui allait devenir le plus petit bateau de l'histoire, qu'on sache, et la deuxième personne à faire le tour du monde après, c'est Robin Knox-Johnston. Le record était battu de plus de 3,20 m de longueur, et je l'ai fait en 268 jours. Et pour essayer de faire un peu une description de ça, de cette limite, et c'est plusieurs limites dans la limite, je vais essayer de répondre à 3 questions. C'est quoi? Donc, c'était quoi ce tour du monde? Pourquoi et comment? Quoi, c'est très simple. Je suis parti des Sables d'Olonne. C'était aussi pour rendre hommage au Vendée Globe. Faire le tour de la planète, ça veut dire passer tous les méridiens, passer 2 fois l'équateur et revenir à bon port après plus de 40 000 kilomètres de navigation. Et donc plus de 22 000 milles. Et ça en solitaire, sans escale, sans assistance, et sans pouvoir utiliser les passages faits par l'homme, donc sans passer par Suez ou Panama. Donc seulement en franchissant les caps mythiques, donc sud de l'Afrique, donc c'était le cap de Bonne-Espérance, et après l'océan Indien, sud de l'Australie, cap Lewin, l'océan Pacifique, et après Cape Horn et la remontée atlantique du sud au nord. Et pourquoi? Les motivations sont différentes. Et je pense, pour moi, la plus importante, c'était la passion. Sans ça, je pense qu'on ne va pas très loin. Et c'était une volonté, une détermination et surtout une énergie, j'ai peut-être dû me répéter, et cette énergie que j'ai mis pour atteindre l'objectif. Et je pense que l'étude est très importante. Il y a aussi un côté qu'il ne faut pas sous-estimer d'imagination, de créativité, je peux dire, et de curiosité. Et ça, j'ai trouvé dans ma préparation très importante, ma curiosité, l'échange avec les autres personnes, même si c'était compliqué de rencontrer Sir Robin Knox-Johnston. Donc, moi, j'ai utilisé aussi la peur pour dépasser certaines limites. Et pourquoi la peur? Parce que du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur des navigations de ce genre, en tout cas, j'allais être le deuxième dans le monde, donc j'ai essayé de me faire peur
sur les conditions que j'allais trouver. Et pour faire ça, j'ai été voir des documentaires, par exemple, des orques qui surfent les vagues au sud des îles Crozet. Et j'ai été voir des documentaires des cargos cassés par les vagues scélérates océaniques. J'ai été voir des documentaires sur les oiseaux que j'allais rencontrer. C'est des albatros qui allaient faire plus de la moitié de la taille de mon bateau. Le bateau, il fait 6,50 m. Ils arrivent à faire 3,40 m d'envergure. Et des cachalots, des baleines. Et donc tout ça, pour moi, c'était un monde, c'était un défi dans le défi, une limite dans la limite. Et dans ça, je voulais faire quand même un merging, je voulais mettre ensemble plusieurs choses. Ma passion pour la nature, je voulais aussi après en parler, donc je commençais à documenter. J'ai fait plus de 12 000 photographies, je suis revenu avec des vidéos, des centaines d'heures en haute définition. Et après, j'ai aussi pour commencer à écrire des livres et le raconter, le partager. Et à un moment, la préparation, en faisant cette préparation, il y a eu aussi une préparation mentale. Je me suis aperçu avoir fait très naturellement. Et c'était dans la préparation physique du bateau, et dans la technique. Donc il y a eu un peu un monde de recherche à faire. Ça allait de la protection du bateau. Le bateau, il devait flotter, il devait pouvoir avancer. Et je devais le protéger, je devais pouvoir le réparer. Je ne devais pas avoir de dégâts. Et je devais aussi me protéger. Donc, toute une étude sur la technique, les combinaisons. Et parfois, on a eu l'occasion, vous allez avoir l'occasion d'écouter quelqu'un ici qui s'occupe de recherche spatiale. C'est peut-être un peu de présomption de ma part, mais quand même, il y a des parallèles qui peuvent se faire, car dans ce genre de navigation, on est quand même dans un environnement qui, d'un côté, est merveilleux, est magique, est fantastique, et de l'autre côté, et peut être hostile. Donc en quelques secondes ou quelques minutes, si on perd le contact avec le bateau, on est mort. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas d'assistance. Il n'y a personne qui vient vous chercher. Et donc tout ça, ça crée de la peur, mais en faisant comment se battre pour la peur, comment aller au-delà, comment l'exploiter, comment l'utiliser de façon positive, il faut la transformer. C'est ce que je fais en stress positif. Donc pour pas que se transforme en panique. Et ça, je pense, une des chose fondamentale, c'était l'étude. Donc, essayer de me faire peur, d'imaginer des scénarios, des choses qui allaient arriver, une voie d'eau, un dématage, choses qui arrivaient, et je vais prendre ça en exemple, dans le Pacifique, une vague scélérate, une vague pyramidale, a dématé le bateau, il a cassé le mât en 3 bouts. J'étais à 2000 milles de l'île de Pâques, à 1000 milles du Chili, à 1000 milles de l'Antarctique. Et donc j'ai réparé tout seul, il n'y avait que ça à faire, je n'étais pas blessé, donc j'ai décomposé un peu le problème pour aller au-delà de ce problème. Et donc je l'ai évalué et résolu un à la fois, en partant du plus compliqué au plus simple. Et donc j'ai rematé, j'ai remis le bateau en situation de navigation. Et une des choses plus importantes, c'était tous les jours d'avancer, de faire un petit pas. Et d'ailleurs, j'aime bien une phrase d'un philosophe chinois, c'est Lao Tzu, qui a écrit « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et ce premier pas, à un moment, il faut le faire. Et pour faire ça, à un moment, je pense que c'est très important, il faut oser. Et on est accompagné dans ce parcours surtout avec, je répète, avec la passion, avec l'énergie, avec la volonté, avec la curiosité. Et bon, après, c'était une préparation, je vais essayer de changer. Et c'était, comme j'ai dit, une préparation technique minutieuse. C'est ça qui m'a permis aussi de bien connaître le bateau. Et parfois, le bateau, il faut imaginer, il peut disparaître sous les vagues. Et c'est vite fait de sortir de la zone de confort. Et on a peur, mais c'est dans ces moments-là que le travail qu'on a fait avant, que j'ai fait avant, m'a permis de faire face à des situations qui étaient pour moi incroyables, que j'avais même pas programmé, même pas imaginé. Donc ça allait du risque d'hypothermie, de perdre de la chaleur, et de ne pas me nourrir correctement, et à pas avoir du bon sommeil, avoir de la casse, quelque chose qui se casse, pas pouvoir repérer éventuellement des bateaux qui pouvaient passer par là ou des icebergs. Et donc, mais c'est le moment où on sort de cette zone de confort, donc où le problème est passé, qu'on acquit une expérience. Et cette expérience, moi, je l'ai utilisée pour relancer, pour remettre à zéro les pendules à l'air, on va dire, et remettre à zéro la situation, recréer une condition de confort, une condition de bien-être qui allait me propulser pour le mille suivant,
la journée suivante, la nuit suivante. Et au fur et à mesure, ben, là, je m'aperçois que j'ai passé plusieurs limites, des limites de navigation, bien sûr, des limites humaines. Je commence à me dépasser ce que je pensais pouvoir faire. Et les limites de navigation, ça va être les 30 degrés de latitude sud, les 30 tempétueux, les 40 rugissants, les 50e hurlant, jusqu'à effleurer les 60e assourdissants, deafening 60s, diraient les Anglais. Et après, donc après le Pacifique, ben, il y a une autre limite pour un navigateur monstrueuse, qui est un peu l'équivalent, j'ose dire, de l'Everest pour chaque alpiniste, sans oxygène, en solitaire, et c'est la grimpée, le passage du Cap Horn. Et voilà. Et cette photo, par contre, c'est la photo que j'ai prise pendant le Vendée Globe, car pendant le Tour du Monde en 650, je suis passé à environ 120 000 au sud du Cap Horn en tempête de nuit, donc je n'ai pas pu prendre la photo. Mais par contre, cette photo, c'est ma photo du deuxième passage de mon deuxième Tour du Monde, mais c'était sur un bateau 3 fois plus grand. Et ça force le respect, c'est, on va dire, un peu une limite ultime. Il y a une satisfaction, une joie. J'ai chanté, j'ai presque inventé une chanson, failli inventer une chanson en passant ce cap. Il y a les albatros qui m'escortent. Et c'est quelque chose de mythique, d'inoubliable. Et après, il y a tout qui revient dans la mémoire. Je commence à réfléchir, je retrouve à bord mes livres de bord et je commence à réfléchir sur ce que je suis en train de faire. Et à la fin, je m'aperçois que si c'est vrai qu'il y a une limite encore à atteindre, c'est l'arrivée au Sable d'Olonne, mais de l'autre côté, je m'aperçois que le plus important, c'est le voyage, c'est tous les jours, c'est toutes les limites qui sont franchies et que je franchis tous les jours pour arriver, pour parcourir un mille de plus. Et quand je me retrouve dans le froid et je me retrouve seul, si d'un côté, ça peut faire peur, ça me donne conscience de ma vulnérabilité vis-à-vis d'un environnement qui peut être très hostile, mais de l'autre côté, et c'est surtout dans la remontée atlantique, ça me fait quand même penser à la vulnérabilité de l'autre côté, de l'autre planète. Et c'est pour ça que quand je fais des conférences, j'aime bien le souligner. Et c'est une planète qu'on doit respecter. Et c'est une planète, pour moi, qu'en naviguant, j'ai vu des choses magnifiques. Et je pense qu'on doit le faire non seulement pour le respect qu'elle mérite en elle-même, mais aussi pour les générations à venir. Je vais résumer un peu les éléments que pour moi ont été très importants pour dépasser ces limites, qui sont aussi des limites humaines, des limites techniques, des limites de navigation pour un projet d'aventure. Et c'est surtout la passion, l'énergie, la curiosité. Et je répète, la curiosité, car permet, même si on est seul ou avec une équipe, d'étudier, de regarder plein d'arguments, de prendre des informations, de faire des erreurs, de revenir, de reculer. Imaginez, moi j'ai fait des checklists pour rien oublier. Et j'ai commencé avec une checklist d'une feuille, après 2 feuilles, 3 feuilles, 10 feuilles, 100 feuilles et plusieurs centaines. Et c'est seulement au moment que je cochais la dernière feuille, la dernière checklist, alors j'ai décidé de partir. Et je vais terminer avec une phrase que j'aime bien, c'est de Sénèque, il y a environ 2000 ans, Sénéca, qui a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas le faire, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Merci beaucoup. Je vais donner la télécommande.